Merci beaucoup et puis merci de l'invitation. Je suis très honoré et ravi d'être ici. Bon, j'ai cru que la traduction c'était pour moi, mais j'ai dit que je parle encore français. Et puis je suis intéressé à discuter avec vous de cette affaire des protocoles de sevrage. En essayant de prendre le titre, c'est démontré, mais on ne l'utilise pas. J'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec beaucoup de firmes de ventilation. Donc, pour faire rapide, et puis je pense que la plupart d'entre vous savent ça, il y a un intérêt qui a tourné autour du sevrage de la ventilation, comme quelque chose d'étant très important parce que tous les malades qui survivent à la ventilation mécanique vont passer par une période dite de sevrage, que certaines enquêtes montraient que c'était une proportion importante du temps passé à ventiler les patients. C'est très flou parce qu'on ne sait pas bien quand démarre le sevrage. Et comme la ventilation mécanique est associée à un certain nombre de complications majeures, le temps qui pouvait être raccourci en ventilation mécanique semblait avant tout être le temps du sevrage, et d'où l'intérêt de s'intéresser de manière un peu plus rigoureuse et scientifique que ce qui avait été fait avant les années 90, je dirais, à ce qu'est le sevrage de la ventilation. Cette classification est un moyen d'essayer d'utiliser les mêmes termes, mais je ne suis pas sûr qu'on y ait encore réussi. Rappelant qu'il y a des sevrages qui sont simples, c'est-à-dire que dès le premier essai, les malades sont capables de respirer spontanément, et ça c'est la majorité des patients de réanimation. Il y a des sevrages dits difficiles, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs essais, et puis arbitrairement c'est fixé jusqu'à une semaine. Et puis il y a la catégorie des sevrages vraiment prolongés, qui sont les malades trachéotomisés qui vont rester des semaines et des mois dans les unités de réanimation. Et tout ça représente des problématiques assez différentes. Alors l'idée qu'il faut s'intéresser spécifiquement à cette partie de la ventilation, qui a longtemps été considérée comme finalement avant tout dictée par le patient et son évolution. Oui, ben on sèvre le patient quand il va mieux, et quand il va mieux on le sèvre, etc. Finalement, probablement le premier papier qui a dit ben, non, il faut s'y intéresser très spécifiquement, c'est ce travail qui a dit on met en place une équipe qui va prendre en charge plus spécifiquement cette partie de la ventilation, un Ventilatory Management Team, et avec une étude avant-après, montre qu'ils ont réduit beaucoup non seulement la durée de ventilation mécanique, mais aussi le nombre de gaz du sang, le nombre de cathéters artériels, etc. Et que cette prise en charge pratique spécialisée, orientée sur cette partie de la ventilation, permettait de diminuer la durée de la ventilation et ses coûts. En 1994, on a publié le premier essai multicentrique dans le sevrage qui montrait, et c'était au moins la conclusion qui est restée depuis, que suivant le type d'approche ventilatoire que vous utilisez, que ce soit un mode ventilatoire ou autre chose, ça a une influence énorme sur les durées de ventilation. On avait, vous voyez, là, après 5 jours, il y avait un bras qui était le bras où on diminuait l'aide inspiratoire, où 70% des malades étaient sevrés, alors que dans le bras en VACI, on avait encore 60% des malades non sevrés. Donc on ne peut pas dire que ça dépend juste du patient, ça dépend sûrement de l'approche. Et puis finalement, l'année d'après, donc, était publiée l'étude d'Esteban, qui avait des résultats en partie différents, qui retrouvaient que la VACI était la pire des modalités, mais que, de nouveau, ça dépendait vraiment de la stratégie de ventilation. Et puis en 1996, il y a eu cette étude un peu pivot qui a dit il faut proposer une approche un peu systématique, c'est-à-dire dépister, screening, donc un dépistage tous les jours des malades qui potentiellement pourraient peut-être respirer spontanément. Et c'est une notion très importante, c'est-à-dire c'est la notion que si on regarde juste un malade avec ses caractéristiques telles qu'il est sous ventilation mécanique, on ne sait pas s'il peut respirer ou pas tout seul.
Alors les critères c'était très simple, PaO2, PIP, etc. Et si ces critères étaient possibles, ils étaient soumis à un test de ventilation spontanée, donc 2 heures de ventilation spontanée, et on décidait ensuite d'extuber le patient ou pas en fonction des résultats. Et il montrait qu'il y avait une réduction tout à fait considérable et spectaculaire de la durée de ventilation, sans que ça soit associé à plus de complications type réintubation. Et ça a été un peu le pivot des études ultérieures pour dire, ben voilà, le sevrage, il faut qu'il y ait une approche systématique, parce que si on ne fait pas de manière systématique, si on ne se pose pas la question, est-ce que le malade est par hasard peut-être extubable, est-ce qu'il peut respirer tout seul, on va passer à côté, on va rallonger la durée de ventilation. Et puis de ces données-là, sont parties une espèce d'excitation sur on va faire des protocoles. On va faire des protocoles avec des études de ce type-là qui disent si je randomise un bras où j'ai juste le docteur qui s'occupe du sevrage versus j'ai un protocole. C'était une étude où il y avait 3 protocoles différents avec 3 modalités de ventilation différentes. Eh bien, si on utilise un protocole, c'est mieux que quand on n'utilise pas. Bon, c'est assez curieux comme concept. Hein, vous avez vu les études précédentes où on dit les modalités de ventilation ont des résultats très différents. Là, il dit, ah, mais ce qui est important, c'est d'avoir un protocole. Alors, le terme protocole est pour moi d'un flou complet. Et c'est à mon avis, une des réponses à la question qui est posée. Pourquoi on n'utilise pas? Parce que je ne sais pas bien ce que ça veut dire protocole. De temps en temps, ça veut dire, c'est le plan général, hein, le guide, comment on fait en pratique, comment on décide dans un service d'approcher cette problématique, tous ensemble. Et puis dans d'autres cas, c'est tout est noté par écrit, le malade a une fréquence respiratoire plus de 30, moins de 30, voilà ce que je fais. Il est dans le coma, pas dans le coma, voilà ce que je fais. C'est-à-dire on délègue la décision médicale à un organigramme de chiffres pré-écrits. Et ça, c'est très très compliqué à appliquer. Alors, j'ai pris ces données-là, qui est l'enquête réalisée par Gaëtan Belluno, puis qui a été montrée ce matin dans ce congrès, qui visait à essayer de retrouver la classification proposée entre sevrage simple, difficile et prolongé dans les malades, dans une enquête prospective incluant, je crois, une quarantaine de réanimations françaises. Donc voilà le classement qui a été retrouvé. Et en fait, l'information la plus intéressante, c'est pas tellement celle-là, c'est que 50% des patients ne pouvaient pas être classés. Parce que les patients, ou les docteurs, ou les équipes ne faisaient pas ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire de faire les démarches protocolées de sevrage. Donc vous avez des malades qui sont extubés sans qu'il y ait eu de ventilation spontanée. Vous avez des malades il n'y a jamais de processus de sevrage, puis tout d'un coup ils sont extubés. Vous avez bien sûr les malades qui sont trachéotomisés, où le processus est différent. Vous avez l'utilisation de la VNI post-opératoire. Vous avez les malades qui s'auto-extubent et qui décident qu'ils n'en ont rien à fiche du protocole. Autrement dit, quand vous regardez la réalité, c'est effectivement beaucoup plus compliqué qu'une idée un peu théorique, simpliste, d'appliquer cette idée des protocoles. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas de regarder les études et ça n'empêche pas les méta-analystes de faire des méta-analyses. Et vous avez ici, par exemple, le résultat donc ça c'est très récent, hein, des études ayant utilisé des protocoles de tests de ventilation spontanée versus pas de protocole. Et puis ça c'est des études ayant utilisé des protocoles de déventilation versus pas de protocole. Alors vous voyez, les petits losanges sont positifs, donc c'est en faveur des protocoles. Bon, j'ai toujours un peu du mal à voir que pratiquement, il n'y a aucune étude qui est positive, mais on nous trouve que quand même le résultat global est positif. Ce n'est pas très convaincant, il faut bien dire. Et puis on va regarder un peu un certain nombre de ces études. Donc voilà ce que c'est un protocole. C'est un truc comme ça où on écrit à chaque fois et finalement
on se débarrasse du jugement clinique. Hein. On met des chiffres, on met des situations, et puis on se base là-dessus. Donc ça, c'est un des papiers qui est tout le temps cité dans les méta-analyses, et qui montrait qu'il y avait un effet positif des protocoles. Vous voyez les courbes de sevrage dans la réanimation médicale dans laquelle c'était testé. Dans la réanimation chirurgicale dans laquelle c'était testé, il n'y avait aucun effet. Probablement, ça va être assez difficile de convaincre les gens de cette réanimation qu'il faut qu'ils utilisent des protocoles, vu l'absence d'effet. L'étude la plus rigoureuse sur les protocoles, est-ce que ça sert à quelque chose, c'est celle-là. Et c'est la plus rigoureuse parce que, contrairement à toutes les autres études, on a utilisé la même approche dans les deux bras, mais l'une avec un protocole et l'autre avec l'attitude clinique, mais la même stratégie globale. Cette étude extrêmement bien faite et convaincante montre aucune différence et discute même un certain nombre de patients chez qui l'extubation a été retardée du fait de l'utilisation du protocole. Alors la discussion, parce qu'ils étaient très embêtés de ne pas trouver de bénéfice au protocole, ils disent c'est probablement parce qu'on est nombreux et qu'on discute à la visite tous les jours de savoir s'il faut extuber les patients ou pas, et que peut-être les protocoles c'est mieux quand on n'a pas beaucoup de monde, et ce qui est peut-être une idée à creuser, et que le fait d'avoir déjà implémenté dans la discussion quotidienne de savoir si les malades ou pas peuvent respirer seuls, il n'y a aucun bénéfice à avoir le protocole en plus. Alors si on reprend l'étude pivot de Eli, ou SELI, c'est une étude de recherche, donc il y a un protocole de recherche. De là à dire que c'est un protocole de soins, on va un peu vite. Et puis c'est toujours intéressant de regarder le groupe contrôle. Et le groupe contrôle, c'est à 70% la VACI, dont je vous ai montré que toutes les études randomisées comparant des modes de sevrage montraient que c'est la pire modalité pour sevrer les patients. Donc voilà, ils font une intervention qui est certes un protocole, mais je ne mettrai pas cette étude dans un argument très fort pour dire qu'il faut absolument faire des protocoles. Ça, c'est aussi une étude qui est souvent montrée en faveur des protocoles et qui est très amusante. Donc c'est un centre plutôt de sevrage, c'est-à-dire qui recevait des patients difficiles à sevrer, le troisième groupe, sevrage prolongé, et ils ont comparé deux protocoles, pièce santé versus aide inspiratoire, et ils ont trouvé aucune différence. Et ils ont dit, mais on va regarder par rapport à nos données historiques, avant qu'on utilise l'un ou l'autre de ce protocole, et ils ont trouvé qu'effectivement, par rapport à leur pratique clinique habituelle, le fait d'implémenter un protocole permettait de réduire la durée de ventilation. Ce qui est évidemment intéressant, mais quand on regarde de près cette courbe de Kaplan-Meier, de séparation du temps au bout duquel les patients sont séparés de la ventilation, vous voyez que la différence, elle se fait ici. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, pour le protocole, qu'ils testaient d'abord est-ce que les patients qu'on nous envoie pour sevrage difficile sont bien insevrables. Et en fait, toute la différence, elle est au début. Ils s'apercevaient qu'un certain nombre de patients qu'on leur envoyait n'étaient pas du tout des malades difficiles à sevrer. Et tout le reste ensuite, c'est pas exactement parallèle à leur courbe précédente, c'est-à-dire que toute l'utilisation du protocole après le test initial, en fait, n'explique en rien, n'a pas d'impact sur la réduction de la ventilation, c'est vraiment le screening initial. Donc cette idée du screening systématique pour dire qu'il faut regarder si les malades peuvent respirer seuls, c'est une idée qui revient vraiment très souvent et qui est importante. Alors, autre difficulté, c'est la comparaison, maintenant, il y en a un certain nombre, avec les méthodes de sevrage automatique, et donc vous savez que j'ai un conflit d'intérêt important, puisque j'ai été un des inventeurs du mode qui s'appelle le Smart Care, qui est aujourd'hui commercialisé, et donc qui a été maintenant testé dans plus d'une douzaine d'essais, et en mettant ensemble les méta-analyses, il y a des effets qui sont très significatifs en faveur de ce mode automatisé. Vous voyez, presque moins 5 jours de réduction du temps de sevrage, 10 jours de réduction de la durée de séjour. Et du coup, c'est un peu difficile à interpréter parce que cette étude, par exemple, faite par Karen Burns et François Lelouch au Canada,
avant que j'arrive, montre un bénéfice très important du système automatisé comparé à un protocole de sevrage très strict. Ça avait été critiqué en disant mais le bras contrôle de certaines autres études n'a pas de protocole de sevrage très strict. Et donc par rapport à un protocole de sevrage très strict, c'est peut-être même l'étude qui est la plus spectaculaire. Donc quand on met tout ça ensemble, on a un peu du mal à décider que les protocoles prenant en charge l'ensemble du sevrage sont vraiment la panacée. Et puis quand vous arrivez au moment de décider d'extuber le patient, je pense que ça reste une décision clinique très importante. Et que s'il n'y a pas un clinicien qui réfléchit à savoir si c'est possible ou risqué d'extuber le patient, c'est un problème. Donc ça, c'est la revue qu'on avait fait avec Arnaud. Il y a une surmortalité considérable des échecs d'extubation. Au départ, c'est les mêmes malades que vous dites je l'extube pas, allez, on l'extube. Et celui qui va passer, en gros, il va survivre. Celui qui ne va pas passer, il va avoir une mortalité entre 30 et 60%. C'est considérable. Donc peut-être c'est juste les plus graves, mais quand on regarde les données qu'on avait recueillies prospectivement, on voit qu'en fait le SOFA, donc le score de dysfonction d'organes, il s'améliore autant chez les malades qui vont être des succès et des échecs, et il s'aggrave tout de suite dès l'extubation chez ceux qui vont être des échecs. Pour moi, c'est un signal fort que l'échec de l'extubation en soi, ce n'est pas seulement un marqueur c'est aussi un facteur aggravant très rapidement du patient. Et donc la décision d'extubation est une décision qui, à mon sens, doit rester médicale et individualisée. Et puis on peut aussi s'intéresser à ce que pensent les patients. Et ça, je trouve que c'est une étude formidable parce qu'ils ont interviewé les malades avant de décider de les extuber. Ils leur ont demandé qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous allez faire, ça va bien se passer sans le tube ou bien ça va mal se passer? Et chez les patients qui pensaient que ça allait bien se passer, il y a très peu d'échecs d'extubation. Chez les patients pour lesquels on avait décidé de les extuber, c'était une équipe indépendante qui faisait ça, mais les patients qui n'étaient pas confiants, il y a un taux d'échec d'extubation, vous voyez, qui est à plus de 50%. Alors, on peut mettre ça dans le protocole, on coche la case finale de savoir qu'est-ce qu'en pense le patient. Mais tout ça, à mon sens, montre que on a encore, je crois, beaucoup de travail à faire dans le domaine du sevrage. Juste dire que les protocoles vont régler toute cette affaire me paraît un peu prématuré. Et dans le fond, je trouve que c'est un peu plutôt du bon sens, souvent, que ces protocoles ne soient pas si systématiquement utilisés. Voilà, je vous remercie et je serai ravi de répondre à vos questions.